De te souhaiter une bonne et heureuse année. Oui, bonjour François. Bonjour. Cette semaine, beaucoup de résultats financiers. On a vu Yahoo, on a vu Apple, on a vu Microsoft et les autres. On va s'attarder à trois. La politique des banques centrales et les titres aurifères. On va regarder Yahoo et Twitter d'abord et avant tout. Oui, en fait, la dernière fois que j'étais passé à l'émission, j'avais pas eu le temps de vous en parler. Là. Oui. Donc, à l'heure actuelle, il y a comme une petite spéculation sur le fait que Yahoo pourrait acquérir Twitter. Oui. Puis, il faut regarder la situation des deux entreprises. Donc, Yahoo est en train de perdre du terrain dans le secteur mobile par rapport à Google puis Microsoft. Puis, de l'autre côté, vous avez Twitter qui a encore aucune idée comment monétiser sa base d'utilisateurs. Ils font des tests ici et là. Et puis, soit dit en passant, Instagram a plus d'utilisateurs, à 300 millions, que Twitter. Donc, c'est sûr que c'est pas la même base d'utilisateurs, c'est pas les mêmes buts, mais quand même, ça vous donne une idée là, de l'ampleur de difficulté de Twitter qui était là avant Instagram. Et puis, vous avez le CEO de Twitter qui vient de vendre une bonne partie là, de ses actions, là, donc pour 5 millions d'actions. Donc, c'est tout ça là, qui fait que, bon, les gens sont en train de spéculer que, bon, peut-être qu'il y aurait des économies d'échelle si ces deux entreprises s'associent ensemble. Et c'est peut-être pour ça que la semaine passée, Twitter a mentionné qu'ils seraient peut-être prêts ou sont en train de regarder pour mettre de la publicité là-dessus. Encore davantage, là, en tout cas pour le site. Oui, vraiment, mais il remarque, en fait, ce qui arrive, c'est que la base d'utilisateurs est plus en croissance. Là. Donc, ça stagne complètement. Puis les gens, ils vont vers d'autres médias sociaux. Et alors, Twitter a vraiment de la misère à trouver un moyen d'avoir des revenus avec sa grosse base d'utilisateurs. C'est peut-être dépassé avec 140 caractères aussi, parce que je regarde ce qui se passe avec Facebook ou encore les autres qui existent maintenant, autres Twitter. Disons que les gens, quand ils ont le quoi à dire, il faut qu'ils le disent au complet. Des fois, c'est des paragraphes, ce qui n'est pas permis chez Twitter. Là. Exactement. Et puis je pense que... Mais là, ça viendrait jouer dans leur modèle d'affaires. Hein? Donc on connaît Twitter pour leurs 140 caractères. Donc ça, c'est des questions fondamentales à voir. Mais c'est vrai que la situation a changé. Les gens ont besoin de s'exprimer. Puis ils ont besoin de plus de caractères pour le faire. Bon. On regardait cette semaine là, la valeur en argent sonnant de Apple. Il y a un de mes collègues qui m'a fait remarquer, il dit, regarde, il dit, avec 170 milliards, là, tu es capable d'acheter GM, Ford et Tesla ensemble, puis il te reste encore un pot de 40 milliards. Ouais, et toi, tu dis qu'on peut acheter 483 compagnies du S&P 500 avec leur cash. Oui, c'est un article que j'ai lu hier, puis après j'ai refait les modifications, j'en croyais pas mes yeux. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est pour montrer l'ampleur de la santé financière d'Apple. Et donc, cette semaine, on en parlait abondamment là, avec leur trimestre record, des ventes d'iPhone qui ont surperformé dans les marchés émergents tels que la Chine et le Brésil. Donc, vraiment, juste avec leur cash, comme tu viens de le dire, là, et ils arrivent 17e en termes de capitalisation, juste avec leur cash. Donc, ils peuvent se permettre 483 compagnies du S&P 500. C'est énorme. Tu sais qu'ils peuvent acheter Apple, tout le secteur industriel, non, consommation discrétionnaire au complet. Il restera encore 30 milliards de dollars. Et là-dessus, tu as des compagnies comme Air Canada, SNC-Lavalin, toutes ces grosses entreprises canadiennes-là, puis il leur restera encore de l'argent dans leur poche. C'est pas des blagues, là. Oui, puis ça me fait peur aussi. Les compagnies, quand ils commencent à devenir énormes, hein, gros comme ça, c'est quand même, ça fait peur. Hein. Donc, mais il y a une chose à noter, c'est que Apple ne peut pas rapatrier son argent aux États-Unis à cause du taux d'imposition. Donc là, on le sait, là, ces compagnies-là mettent leur argent dans des taxes ou pas, comme on dit en anglais. Et puis, c'est tout à fait légal, soit dit en passant. C'est juste que, bien évidemment, c'est pour ça que ces montants s'accumulent. Dans leur mais là, il y a des Carl Icahn, fort heureusement, qui existent, qui mettent de la pression sur ces compagnies-là pour au moins faire de la distribution auprès de leurs actionnaires ou encore du rachat d'actions sur les marchés. Parce que sans ça, ça n'a plus de bon sens. Ils ont un trésor de guerre pour partir à la chasse d'à peu près n'importe qui à travers le monde, puis il leur reste encore beaucoup de sous, là. Parlons un peu de la connivence entre j'en ai parlé un peu avec Luc il y a quelques instants, de la connivence des banques centrales. Moi, je dis que il y a une espèce de guerre de devises qui est en train de s'installer, là, puis parle-nous un peu de ta façon de voir. Mais en fait, moi, je trouve que ça commence à être inquiétant, hein, parce que les montants qui sont injectés sont faramineux. Puis on le sait, hein, les marchés boursiers, que ce soit même marché obligataire, c'est à des sommets historiques. Hein. Et puis, donc là, juste la Fed, donc, elle a repoussé la hausse des taux d'intérêt pour 2016, même si ça fait 2 ans qu'ils disent que les taux d'intérêt vont augmenter, ils multiplient les discours.
quoi qu'il en soit, ils viennent de leur pousser encore. Vous avez la BCE, donc ça, on s'y attendait, qui sort le bazooka, comme on dit. Oui. C'est 60 milliards d'euros par mois. Bon, on verra si ça va régler les problèmes d'endettement des pays puis qu'ils vont être capables de financer là-bas. Puis vous avez le Japon qui injecte. Donc ça, le programme, en fait, toutes les banques centrales suivent un peu le même programme que la Banque du Japon, qui fait depuis 20 ans. Et puis moi, ce que je trouve la surprise, en fait, c'est la Banque du Canada qui baisse ses taux à 0,75 %, malgré le fait qu'il y a une bulle immobilière marquée au Canada et qu'ils disent aux gens en plus, ben là, on trouve ça inquiétant. Donc, là, ça amplifie encore plus là, la bulle, donc ça encourage les gens à aller chercher encore plus de dettes. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu, ça commence un peu à être malsain là, dans ce sens-là. Mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Bon, dans l'or maintenant, est-ce qu'il faut considérer les titres? Exactement. Donc, tout ça, là, tout ce jeu-là des banques centrales avec tous ces montants, là, ces trillions qui sont injectés, ça va favoriser le prix de l'or. Donc, depuis 2 ans, il y a une stabilisation du prix. Et puis, ce qu'on remarque aussi, comme je l'ai dit tantôt, malgré les discours des banques centrales, on ne peut pas s'attendre à une hausse des taux d'intérêt. Puis, à un certain point, là, et ça se peut même qu'ils ne puissent pas le faire à cause des niveaux de dette qui sont trop élevés. Et puis, donc, ça, ce qui fait que le prix de l'or, à l'heure actuelle, est aux alentours. Il équivaut au prix de production des minières, aux alentours de 1200 l'once. Puis donc, il commence à aussi avoir des risques géopolitiques qui refont surface, que ce soit dans le Moyen-Orient. Puis les pays où que, ben là, ils commencent à refuser l'austérité. On le voit avec la Grèce. Puis il y a des changements des régimes, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est favorable pour le prix de l'or. Il y en a pas moins qu'au cours de l'année 2014, si on veut être juste, là, c'est la devise américaine qui a tellement grimpé qu'à 1200 $ l'once, là. Toutes les autres monnaies, on a vu le prix de l'or grimper. C'était le cas, bien sûr, par ricochet du dollar canadien. Quand tu perds à peu près 20 de ta valeur, tu peux rajouter, on sera autour de 1600. Là. Fait que les producteurs d'or canadiens, ils s'en tirent quand même pas mal avec ce prix-là. Oui, c'est ça qui est impressionnant. Quand on regarde le titre, c'est que n'eût été la hausse du prix de l'or, la hausse de la devise américaine, mais le prix de l'or serait vraiment beaucoup plus haut qu'il est en ce moment. Donc, c'est pour ça que on voit qu'il est dans un trading range depuis 2013 environ. Et donc, ça ne peut pas baisser indéfiniment. Là. Puis avec la situation actuelle puis les politiques monétaires des banques centrales, les gens commencent de plus en plus à considérer l'or. Bon, je vais fabriquer le graphique pour le bénéfice des auditeurs pour bien comprendre comment ça fonctionne. Là. Regardez le graphique qui est baissier en devise américaine et quand on le met en devise canadienne, là, vous allez voir, là, on est autour de 1276. Boum, magie, 1624. C'est 400 $ de différence, ça, là. Alors, ça reflète bien le 25 de différence entre la devise canadienne et la devise américaine depuis déjà 1 an. Là. Oui, effectivement. Et puis, je vous ai ressorti aussi les minières canadiennes. Oui. Le tableau pour vous montrer. Donc là, depuis 2011, il y a eu une chute du prix de l'or, mais ça a aidé à faire une consolidation dans le marché. Donc, ce qu'on remarque, c'est que toutes les grandes minières, ils s'associent entre elles. Donc, ils font plus des projets tout seuls. Donc, il y a des partenariats entre elles. Donc, on voit vraiment que le marché est en train de céder. Là. Puis quand on regarde leur prix, là, donc la valeur de leur action par rapport à la valeur au livre, sauf pour NovaGold, elle est toute proche de 1, donc leur valeur au livre. Donc, alors, il y a une opportunité, à mon avis, là-dedans, si le prix de l'or venait à augmenter dans les prochains mois ou prochaines années. Alors, comment, répétez-nous un peu, là, parce que c'est intéressant, je venais de dire, Julien, là, par rapport à la valeur au livre et la valeur de l'action pour une orifère. Comment vous le calculez exactement? Plus on est proche de la valeur au livre, plus il est intéressant? Oui, exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prime qui est payée par les investisseurs sur le prix. Donc ça veut dire, je vous donne un exemple. Les technos, généralement, on les paye quelque chose comme 30 % de plus que leur valeur au livre. Je dis ça comme ça en exemple. Mais quand on se rapproche de la valeur au livre, c'est qu'il n'y a pas de prime qui est payée par les investisseurs. Donc on se rapproche vraiment de leur valeur comptable. Alors donc c'est là qu'il y aurait une opportunité là, dans un cas que le marché il y aura un renversement de tendance. Bien, Julien, merci beaucoup encore une fois et on vous retrouve le mois dans 2 semaines. Parfait, merci. Merci, Julien Bolin-Dalini. On fait une pause, on revient dans un instant. Luc vient me rejoindre et on répond à vos questions tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450